Couscous Piri de retour. Le préambule, l'avant-match, je ne sais pas ce que vous voulez. Snilton est toujours là. Il ne m'a pas encore quitté, c'est bien. Sofiane est encore là. Je ne suis pas encore quitté par moi-même. Et on accueille Simon. Bonjour Simon. Bonjour Sofiane, grand plaisir de participer. Merci beaucoup d'être là. On va expliquer aux gens qui tu es après, mais d'abord on fait un préambule sans introduction, c'est le bordel, ça va bien. Et je commence par la question qui tue. Le préambule, over-under, 7,5 minutes. Est-ce qu'il va durer plus que 7,5 minutes ou en dessous de 7,5 minutes? Moi, gage over parce que moi, je veux dire aux gens que même si on se voit, Sofiane et moi, toutes les semaines, mais c'est via le web, cette semaine, Sofiane a fait 2 choses extraordinaires. Deux. Zodj. 1, il est sorti de chez lui. Une soirée de semaine. En pleine semaine, un soir de semaine. Pour pas aller au Costco. Soirée d'école, le grand garçon. Deuxième, il a dépassé la rue Saint-Laurent. Tu sais, il est venu to the dark side of the city. Dépassé, là. Berry-UQAM, le village. Sofiane, quand il est arrivé à la soirée de Rose FC, je vous le dis, là, c'était la star, là. Tout le monde se garochait sur Sofiane. C'est l'enfant prodige, he's back, man. Tout le monde. Il faut se laisser désirer. Il faut disparaître pendant 4 ans. Tellement jaloux, là. J'étais tellement jaloux. T'étais la fille cute du bal. Et merci. Et selon des rumeurs, selon des sources internes qui sont très, très au courant, on m'a même dit « Hey, regarde, c'est couscous !» Il me dit « C'est moi. It is me. » Mais entre vous, c'est correct. Tu sais, c'est ça. C'est comme si Simon me voit dans une soirée et dit hey, « Où correct? » C'est correct. Correct, on n'est pas. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, là, j'appelle mon frère, puis là, on est dans le trouble. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, Simon, pour ne pas frustrer les gens, rapidement, je vais juste te dire, tu t'introduis après le jingle, tu es avocat en droit sportif notamment. Donc, on va parler de droit sportif. D'après le titre s'appelle en ce moment, l'enregistrement, La Sanadiara et la révolution des règles du Mercato. Wow. CCPP, épisode 104. On voit tout de suite que Sofiane vise le marché international. Tu sais, il a mis les mots-clés, là. Tout, il veut 10 000 vues là, avec ce T'as vu ça, le SEO. C'est quoi la chanson? International Love, c'est ça? Mais donc, voilà. Mais Simon, avant de connaître ton métier et entendre ton expertise sur un sujet qui est chaud dans le monde food business, qu'est-ce que tu regardes sur Netflix en ce moment? Prime Video, Tout TV, YouTube, etc., podcast. C'est quoi que tu consommes en ce moment? Je peux pas nier que moi, j'écoute pas par moi-même. On écoute à deux dans la vie. C'est ma vie! Ah, ben c'est la vie de tout le monde. Je te dirais The Bear, c'est un bon truc. J'écoute en diagonale des fois, peut-être un peu trop sur mon cell quand je regarde l'émission, mais c'est bien. Super bons épisodes, puis ça a donné des idées de voyage. J'ai eu la chance avec ma conjointe d'aller à Copenhague parce qu'on avait vu dans la série que c'était cool. La vie comme ça. Puis, un gars qui fait un restaurant à Chicago, je pense qu'il y a une histoire qui va à Copenhague pour apprendre le métier, puis le monsieur il prend l'avion, je vais aller au Danemark. Là. C'est ça, c'est gars de garde. Ça sort un peu de regarder des matchs de foot, puis de regarder des Sunderland Till I Die, des La Liga Full Access, des trucs comme ça, tu sais. Ça change un peu. Un peu de tout. Tes clubs de foot préférés? Oh, ben, je peux pas dire autre chose que le CF, l'Impact à l'époque. Sporting Club Portugal. Oh! Sporting! Islam Slimani! Tout de suite, il y a un profil, académie, université. C'est les Portugais avec. Et Argentine. Porto, vous avez tous des gueules de méchants, les fans de Porto. Fan de Simon. Regarde la lumière. Jaune, Simon. Toi, c'est blanc. On dirait une interrogation Nilton. C'est comme genre. Tu sais, une lumière LED là, des années 80. Je ne vais même pas répondre à ça. C'est Porto là, c'est Porto. Si c'était pas pour un Algérien, c'est Porto là, ça serait rien dans le football mondial. De rien. Mais attends, nous on a eu Islam Slimani. C'est dire que le Portugal a besoin d'Algérie. Slimani! Fait que là, tu vis des bons moments là, avec le Sporting. Là, ça va bien. Ah, ben écoute, ça a été un peu, comment dire ça, compliqué les 19 années auparavant. Puis après ça,
6 trophées depuis 2019, 2 championnats du Portugal, des qualifs en Ça- Ligue des Champions, une équipe qui sait enfin jouer au foot puis qui a un coach qui est stable. Écoute, rendu là, moi je Ouais, ouais. Ben, il a fallu du bois passer puis par un vestiaire qui a été défoncé par les ultras. Ouais, ça n'a pas eu. ouais, un président qui a tout fait sauter. Tu vois, Écoute, non, c'est le seul club dont j'entends jamais parler du président. Pourtant, on entend parler. Ouais, plus Benfica, il y avait un récemment, gros mais changement avant, de coach. oui, hein. Avant, ça Ouais, brassait quand même un il est peu. connu. ouais, avec Bruno de Carvalho, c'était quelque chose, mais là, c'est même pas quelque chose comme Varandas, je pense que c'est Federico, puis c'est un médecin, tu sais, c'est comme le gars le plus genre. Ah bah Tu oui, vois, bien sûr. tu vois que tu as vu le profil de ce club-là, le président, c'est un médecin. Médecin, bah Comment? oui. Nous autres, on a un gars qui était coach. L'autre, c'est un ancien numéro 10 et les beaux cheveux. Eux, ils ont un médecin. Un Médecin. médecin. Tu sais, comment? Mais pour que la blague pourrie, pour que le Sporting réussisse, il fallait qu'il sacrifie Jésus. Hein? Roger Jésus. Hein, Roger Jésus. Ben écoute, T'es pas capable de dire Georges. T'es pas capable de dire Georges comme il faut. Jorge, je fais ça pour t'emmerder. Je sais que c'est Georges Jésus. Donc, je pense que ça conclut le préambule. On est en dessous de 7.5. Under. Je peux continuer si vous voulez, mais non, c'est bon. Ceux qui sont encore avec nous, qui n'ont pas quitté l'épisode après 6 minutes 25, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, faites un follow, laissez des commentaires, etc. C'est incroyable. T'es rendu que tu fais la conclusion avant que le show commence. Parce que le show est déjà fini, là. Il est déjà fini. Okay. Et maintenant, il va avec les jingles. Oshallah, comme on dit chez vous, puis Inch'Allah pour moi. Yallah. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Piri Piri, l'épisode officiel. Le préambule est venu et le préambule est terminé. C'est le moment de l'épisode 104. Nilton se fait avec Simon de Andrade, ou bien, je vais te portugiser, Chimão de Andrade. Oh, come on, man. C'est Chimão. Maître, il fait juste la maître. Maître de Andrade. on te présente notre invité. C'est un invité, c'est pas une entrevue, c'est une conversation foot. On va parler de foot business et mercato avec Simon. Simon, qui es-tu? Super, c'est super. Qui es-tu? Donne-moi ton Wikipédia pour te présenter aux gens. Écoute, moi je suis avocat en droit du sport et en droit de l'immigration. Je fais les deux pratiques. Ce cabinet qui s'appelle Patrice Brunet Avocat qui est à Outremont. Puis en gros, on fait à la fois des permis de travail, résidence permanente pour des grandes entreprises, des particuliers là. Puis de l'autre côté, on fait du droit du sport. Donc, on représente des clubs, des athlètes, des fédérations sportives, avec tout ce qui peut leur survenir comme enjeu juridique. On fait moins l'aspect droit appliqué au sport, du droit du travail appliqué au sport ou du droit des affaires appliqué au sport. On fait vraiment purement du droit du sport. C'est-à-dire que des litiges de critères de sélection, des litiges de licence non octroyées, des révisions de contrats entre des joueurs professionnels et des agents. Donc, ouais, c'est une pratique qui est assez variée. Puis tous les avocats du bureau font la double pratique. C'est quand même une particularité. Je pense qu'on est le seul au Québec qui fait ça. Fait que c'est quand même cool comme pratique. Puis, ben, moi, j'ai un parcours assez varié. J'ai passé par l'UQAM, Sofiane Soccer Sans Frontières et cette belle époque. Après ça, j'ai fait mon bac en droit UDM. J'ai switché. Pendant ma dernière année de bac en droit UDM, je faisais mon DSS en management du sport à HEC. Puis après ça, j'ai. Ça, c'est Tabarouette à Montréal, ça. Ça, c'est Tabarouette à Montréal. C'est Montréal. Puis après, ben, en pratique professionnelle, tu n'as pas le choix de te développer. Donc, j'allais chercher des cours de scouting en Espagne. J'ai fait des cours en droit appliqué au football en Angleterre. Ok, donc tu es obligé de faire ces formations en plus pour pouvoir travailler dans ce domaine ou tu peux pas apprendre sur le tas, hein, comme on apprend sur le tas, hein, un nouveau logiciel. Tu peux super bien apprendre sur le tas. C'est vraiment pas un enjeu. C'est juste que moi, je me disais, c'est des ressources qui existent. C'est pas particulièrement cher. Puis j'ai de la formation professionnelle à faire pour le travail. C'était comme une super bonne moyen de combler ça. Puis ben, c'est directement appliqué à ce que je fais. Puis de l'apprendre de personnes.
Tu vois, qui Nilton, travaillent à la FIFA ou dans les gros clubs. Oui, exactement. Donc, je vois que tu es très impliqué. Tu vois, Nilton, le fil conducteur, un peu comme Kevin Antunes, là. La passion, je vais me former. Il y a une tendance, là. Les Portugais, là, des bonnes personnes, des bonnes personnes. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y a moi, puis il y a des bonnes personnes. Mais concrètement, là, un joueur étranger qui arrive ici au Canada, il a besoin de quoi au niveau juridique? Y a-t-il des étapes très, très, très haut niveau, là? Des use cases génériques. Ouais. Et est-ce qu'il y a une différence entre... Tu sais, je suis un joueur, peu importe le sport, pratiquement, là. Je suis un joueur étranger en Europe, puis là, je viens, mais j'ai un contrat en vue pour avoir un travail dans un club nord-américain au Canada. C'est quoi les étapes premières qu'il doit faire? C'est une question de résidence ou c'est juste un permis de travail? C'est quoi la différence entre toutes ces catégories-là? Je veux dire, c'est les employés d'une entreprise pas plus différemment qu'on l'est tous. Donc, forcément, eux, quand ils arrivent, quand ils sont recrutés, je prends l'exemple des joueurs du CF, les joueurs du Canadien, ça peut être les joueurs des Alouettes. Eux, ils ont besoin d'avoir un permis de travail pour travailler pour une entreprise canadienne s'ils n'ont pas, évidemment, la résidence permanente au Canada ou la nationalité canadienne, citoyenneté canadienne. Donc, il y a un permis de travail qui est disponible pour ces gens-là qui s'appelle les permis de travail C26, si je ne dis pas de bêtises, ou qui étaient en anciennement C20. Puis, ils obtiennent ça, ils viennent travailler, c'est simple. Ce permis de travail-là, quand il arrive ici, c'est de façon temporaire qui est lié à son contrat ou c'est un permis qui est comme ouvert, puis il faut que ça soit renouvelé? C'est-à-dire que ceux qui vont être recrutés pour ces jobs-là, la plupart du temps, 99% des cas, ça va être un permis de travail qui va être lié au contrat. C'est-à-dire que si demain matin, le joueur est transféré ou échangé, il va y avoir probablement la nécessité d'en réobtenir un nouveau. Maintenant, si le contrat est signé avec la Ligue, si le permis de travail est lié à la Ligue, là, c'est différent parce que la Ligue ça applique à tous les clubs. Donc là, c'est quelque chose que je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça dépend de chaque cas, mais généralement, ouais, c'est lié au contrat, lié à l'employeur, qu'il soit la Ligue ou le club en particulier. Puis ça, c'est peu importe le sport. Là. Donc, c'est la réalité. On va prendre un café, on va passer de 7h du soir à minuit à parler de plein de trucs. Là. Et quand le joueur il obtient le permis de travail, là, il y a tout le contexte familial. Là. Lui, il a son autorisation de venir travailler. Parce qu'on trouve, tu sais, il y a souvent des histoires de joueurs. Tu sais, Coccaro, par exemple, au début, on a su que c'était difficile, il était venu tout seul, tout ça. Comment tu t'intègres la famille? Est-ce que la famille peut suivre un détenteur d'un permis de travail ou c'est une situation séparée? Non, dans la plupart des cas, il y a un permis de travail qui existe pour les conjoints, conjointes accompagnantes. Donc, c'est un permis de travail ouvert. C'est vraiment facile pour que puissent suivre leur conjoint qui vient pratiquer dans le sport ici. Puis, les enfants, selon la situation scolaire, ils ont en bas d'âge secondaire, ils sont quand même éligibles à aller aux études avec des fiches de visiteurs. Sinon, s'ils sont d'âge cégep et plus, il faut obligatoirement obtenir un permis d'études. Mais tout ça s'obtient soit dans des demandes en ligne, ou des fois, comment les choses fonctionnent, souvent avec les calendriers scolaires, avec la vie des gens, l'athlète va venir en avance, obtenir son permis de travail, soit à la frontière s'il y a la possibilité, parce qu'il y a des pays qui peuvent le faire, des citoyens de certains pays qui peuvent le faire, pas tous. Puis la famille, souvent, va suivre par après, selon le calendrier scolaire des enfants. Tout ça, c'est propre à chaque personne, c'est propre à leur réalité, puis c'est propre à l'âge de tout ça. Mais oui, il y a moyen, puis je pense que le gouvernement canadien n'est pas dupe, ils ne veulent pas séparer des familles, c'est pas l'objectif. T'as encore une question comme ça, Nilton, ils vont nous charger, là. Moi, je prends des notes, là. Je prends des notes. T'as un cousin à Santa Cruz Azul, là. À Santa Cruz, là, qui va venir. Sacré. Santa Cruz Azul. Je suis fatigué. C'est vendredi. Bon, comment on s'est contacté l'élément déclencheur, le trigger, comme on dit en bon français, c'est qu'il y a une entité qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Ça a l'air d'être sérieux, ce truc-là. Ouais. Il y a 3 mots. Quelque chose qui a 3 mots, c'est compliqué. Ouais. CJUU, donc la Cour de justice de l'Union européenne, qui ont le 4 octobre 2024, donc il y a exactement une semaine, ont lancé un communiqué, un peu communiqué presse numéro 172 /24, qui est l'introduction qui est en même temps une conclusion.
Certaines des règles de la FIFA relatives aux transferts internationaux de footballeurs professionnels sont contraires aux droits de l'Union européenne. Et notamment, ces règles entravent la liberté de circulation des joueurs et restreignent la concurrence entre les clubs. Enfin, si tu te rappelles quelque chose, c'est ça dont tu vas te rappeler, si tu es un commun des mortels comme moi, par exemple. Et ils ont notamment le cas de Lassana Diarra, qui a été nécessairement utilisé comme un des exemples pour expliquer cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Simon, je te laisse la parole. Donc, juste, tu peux d'abord, on peut commencer un lexique des choses. Genre, c'est un petit lexique clé, comme ça, nous, on va comprendre ensuite avec les acronymes et autres. Mais est-ce que je peux poser une question préliminaire? Parce que à la base, la contestation est sur une règle. Et sur le fait. Il va l'expliquer les joueurs. OK. Je poserai ma question après. Parce que moi, je me demande à quel point on est en train de contester quelle règle exactement. Il va l'expliquer. Exact. Je pense que faut comme. Avant de faire un lexique, puis avant de rentrer dans le truc, il faut un peu mettre les faits pour comprendre où on est, qu'est-ce qu'on se situe, puis qu'est-ce qui nous est arrivé. Donc, en gros, Lassana Diarra, c'est un joueur qui est relativement connu, joueur en équipe de France, Real Madrid et tout ça. Et à un certain moment de sa carrière, il était au Lokomotiv Moscou. Puis, il y a eu un litige contractuel et il a rompu son contrat. Il a voulu aller rejoindre un club en Belgique. Oui. Et donc, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il y avait il y a des, on va dire, des limites à l'émission des certificats de transfert internationaux quand il y a des litiges entre les joueurs et leur club. Et évidemment aussi, les indemnités, ça pouvait être le club qui était à l'époque, le club belge qui pouvait l'accueillir, était aussi peut-être tenu à être responsable de payer l'indemnité. Et donc là, le club belge n'était pas très à l'aise à cette situation-là. Ont voulu obtenir des garanties auprès du joueur. Le joueur n'a pas été capable d'obtenir ces garanties-là. Il n'a jamais pu signer son contrat. Il est resté tombé dans une espèce de flou où il n'y avait plus de contrat avec le Lokomotiv, mais le litige était en place. Il n'a pas joué pendant un an. À peu près, c'est ça qui s'est passé. Et puis, subséquemment, le Lokomotiv Moscou a poursuivi Diarra devant le tribunal de la FIFA, devant le TAS, pour obtenir une indemnité qui a été évaluée, là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça a été 10 millions au final avec le TAS. Et là, Lassana Diarra est certainement pas satisfait de cette situation-là. Et donc, il a poursuivi en dommages et intérêts la fédération belge et le club en question. Parce qu'il disait, puis évidemment la FIFA, là, je pense que c'est l'élément principal, parce qu'il disait, vos règlements m'ont causé des dommages et intérêts, m'ont causé un préjudice, puis vos règlements ne sont pas adaptés, sont en contraire avec la réglementation sur les travailleurs, sur le traité de fondation de l'Union européenne. Et donc, à ce moment-là, la Cour du district de Mons en Belgique a dû demander à la Cour de justice de l'Union européenne de faire une interprétation du traité par rapport au règlement de la FIFA sur le transfert des joueurs, puis sur cette situation-là qui était créée par les règlements de la FIFA, puis voir si les règlements étaient en conformité avec le traité de fondation de l'Union européenne. Donc, il y a vraiment comme plusieurs layers à ça, et la décision qui a été rendue, c'est vraiment une décision de type consultative, c'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne a donné un avis consultatif, là, le terme, m'excuserez, je fais un raccourci peut-être. Puis le but, c'est ça, c'est que pour que la Cour du district de Mons puisse être capable de prendre sa décision sur le dommage-intérêt en fonction de ces notions-là, est-ce que c'est conforme ou pas conforme. Donc, la décision finale dans le dossier de Diarra, elle n'est pas rendue, parce qu'elle va être rendue beaucoup plus tard, mais l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice de l'Union européenne donne une claire indication de vers quoi on s'en va et donne un signal clair au reste des juridictions de l'Union européenne, donc les pays qui en sont membres, que les réglementations de la FIFA sur les transferts étaient contraires à certaines dispositions de du traité. Tu parles notamment du règlement sur le statut du transfert des joueurs de la FIFA, le RSTJ, qui lui, c'est une des règles dans cette pile de documents. Exact. Pour dire, par rapport, quand j'ai début, par rapport à enfreindre à la libre circulation du joueur et aussi, voilà. Est-ce que la FIFA a une règle pour encadrer le calcul des indemnités? C'est là où on va pouvoir peut-être rentrer un peu plus dans le petit lexique. Là. Quand on parle de transfert, on parle ici qu'un joueur change de club.
il y a des transferts internationaux. Donc, transferts internationaux, c'est tout transfert qui se fait d'un joueur dans un pays A vers un pays B. Donc là, il y a déjà un aspect international. Puis, il faut un certificat de transfert international qui est un document émis par la FIFA qui explique ça. Donc, puis l'enregistrement, l'encadrement des joueurs, c'est soumis au fameux règlement sur le statut et le transfert des joueurs là, que Sofiane a mentionné. Donc, c'est un peu le cadre dans lequel on se situe. Maintenant, est-ce que la FIFA a un règlement spécifique pour encadrer les indemnités? La réponse, c'était non. Puis c'était un des points qui était soulevé par la Cour de justice de l'Union européenne en disant que c'était arbitraire, c'était imprécis, il n'y avait pas de critères objectifs pour fixer les indemnités. Fait qu'on rentre vraiment dans le fond du jugement, mais il n'y avait pas ça. C'était un des éléments qui a été soulevé. Parce que, selon ce que j'ai lu, il y avait des sous-entendus comme quoi les indemnités dont fallait penser à la compensation que le joueur devait payer au club s'il veut se libérer de son contrat. Cette compensation pouvait être liée au salaire qui reste. Ça pouvait être aussi lié, l'indemnité pouvait être aussi liée au fait il faut une compensation pour aller chercher un joueur équivalent. Tout ça, là, est-ce que c'est des sous-entendus ou c'est quelque chose qui est réglementé comme quoi? Pour calculer, il faut que le club qui est prêt à laisser partir le joueur doit être compensé pour avoir à peu près l'équivalent en tant qu'employé qui vient le remplacement, là. Prendre sa place, oui, exact. Là. Ben, c'est ça. L'enjeu, c'est que ce que la Cour de justice de l'Union européenne vient faire avec sa décision, c'est de recadrer le droit du sport, en voulant dire, puis le droit du football en général, en disant à la FIFA, vos footballeurs ne sont pas différents de n'importe quel employé que nous sommes tous. Il ne devrait pas y avoir un cadre qui est particulier, différent. Donc, quand quelqu'un souhaite quitter son emploi, il donne un délai. Puis selon le droit du travail national, il peut être dû à une indemnité de salaire s'il y a un contrat à durée déterminée. Les footballeurs ont tous des contrats à durée déterminée. Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée, là, mais généralement, il y a des indemnités, puis ces indemnités-là sont prévues par le droit du travail local. Donc, pourquoi les footballeurs seraient soumis à quelque chose de différent? C'est ce que la Cour de justice de l'Union européenne vient de dire. Non, c'est pas acceptable. Puis, je pense qu'il faut aussi remettre en question, puis en cadre ce que c'est, parce que la réalité de tout ça, c'est qu'on parle, nous, en tant que partisans, en tant qu'amateurs, on voit juste les grosses équipes, les gros joueurs, mais on ne voit pas tous les 130 000 joueurs professionnels dans le monde. Puis la majorité d'entre eux, ce sont c'est forcément l'expression anglaise, des journeyman qui jouent en D2 serbe, en D2 moldave, où les salaires, c'est pas des gros salaires. Donc, si jamais ils sont pris dans une situation avec leur club où le club ne les fait pas jouer parce qu'il y a eu un changement de coach, parce que, bref, peu importe, les salaires sont impayés, si on limite leur possibilité de couper leur contrat et de quitter, eh ben, ils sont pénalisés et leurs carrières sont très courtes alors qu'on les bloque de changer d'employeur pour une période relativement prolongée. Et donc, ça vient affecter une courte carrière. Et donc, c'est là que la Cour vient dire, ils ne sont pas différents des autres employés. Puis, si jamais quelqu'un coupe son contrat de travail, il peut se trouver un autre employeur s'il n'y a pas de clause de non-concurrence, des affaires comme ça. Mais généralement, c'est pas pour les sortir de ce cadre-là. Et je suis d'accord avec toi, Simon, puis j'essaie d'expliquer à tout le monde depuis des années. Je crois qu'on a des débats sur le joueur et les transferts, surtout avec pas juste Montréal, partout. C'est une relation employeur-employé. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, parce que quand il y a des attachements émotionnels, symboliques, c'est cute, c'est cool. Mais à la fin, tu payes beaucoup d'argent dans un modèle d'affaires de club élite, là, MLS et les top ligues. Et tu payes beaucoup d'argent en transfert, donc tu achètes le droit de ramener les joueurs chez toi. Je pense que c'est ça un des gros problèmes du litige. Comment ils vont. Je pense que le transfert des joueurs, c'est ça qui a peut-être changé ou pas. Ça dépend, mais c'est peut-être une friction qu'ils vont devoir régler. Mais aussi, tu payes un salaire par rapport à la valeur du marché. Malheureusement, le joueur, c'est comme une marchandise, comme un meuble, comme un bien immobilier quasiment quand on en parle, de façon générique. Donc, il y a ça à prendre en compte. Maintenant, si on prend le cas générique qui est déjà passé de l'Astana Diarra, qu'est-ce qui aurait dû comment est-ce que le côté Moscou peut avoir un retour sur investissement d'un joueur qu'ils ont pris? Parce qu'eux, ils sont dans le modèle, j'ai acheté un joueur. Oui. Tout le modèle économique de FIFA est basé là-dessus. Exactement. Là, on voit l'avantage, c'est facile à comprendre, on change le mot footballeur pour plombier, puis on dit que ça n'a aucun sens. Exactement. Mais il n'y a pas
Il n'y a pas des clubs de plombiers. Là. Il ne faut pas que Exactement. Lui, il assume par sa formation, il l'a assumé lui-même. Un footballeur, sa formation, oui, mais il y a plein d'autres entités en dessous qui dépendent de ce mécanisme-là. Exactement. Et ce système économique, ce mécanisme-là, Simon, excuse-moi, je finis rapidement, c'est que c'est un peu spéculatif, c'est quasiment de la bourse sur certains aspects de son fonctionnement, mais en même temps, il fait vivre l'écosystème. Maintenant, on va me dire, c'est pas tous les clubs qui dépendent des frais de transfert, etc., etc. Oui, je comprends, mais vous êtes les deux d'origine portugaise. Le Portugal dépend beaucoup du système des transferts, sinon la Ligue ne serait pas à ce niveau-là, ça c'est clair. D'autres pays moins, d'autres pays plus, d'autres clubs à l'intérieur de Ligue, de Division 1, moins ou plus, ça dépend. Mais ça ne change pas le fait que comment on fait pour autant satisfaire, Simon, autant satisfaire la relation employé-employeur pour permettre la libre circulation logique et normale, non pas excessive ou restrictive, tout en disant, il y a une valeur sur un joueur, comme un bien immobilier. Comment on fait pour briser, pas briser ça, mais trouver des compromis? Toi, comment tu verrais? Ça peut servir d'argumentaire aussi pour contester cette décision-là, parce que la décision est uniquement basée sur les droits des travailleurs, mais le modèle économique pour le bien-être de l'économie du sport, on peut contester, le dire oui, mais il finit par être, l'employé finit par être récompensé en gros, de façon générale, grâce au modèle. C'est ça, c'est deux visions qui s'affrontent. Puis là, je reviens à la décision de la Cour parce que c'est ça qui nous importe. Puis on s'entend en ce moment, elle s'applique à l'Union européenne. Elle s'applique pas ailleurs. Fait que tout ce qui est hors Union européenne, ça touche pas. Évidemment, forcément, on peut s'attendre à ce que les modifications que la FIFA va apporter vont impacter tout le monde parce qu'il y a une majorité de joueurs qui se passent dans l'Union européenne. Là. Mais ce que la Cour elle vient dire à ce moment-ci, c'est de dire d'abord, vous avez mis des restrictions puis des risques trop grands aux clubs qui veulent recevoir les joueurs. C'est-à-dire que il y avait une solidarité conjointe avec le joueur au moment de l'indemnité. Donc, le club s'il se faisait poursuivre, il était lui-même dû de payer l'indemnité. La deuxième chose, c'était qu'il pouvait avoir des sanctions sportives. C'est que si dans une certaine période, tu peux avoir des transfer bans, là, comme on dit en bon français. Donc, tu sais, il y a tous ces éléments-là qui viennent faire porter le risque très fortement sur les clubs au niveau économique. Puis ça, la Cour est comme pas d'accord avec ça. Puis elle dit à la FIFA, votre travail, c'est de réguler les compétitions sportives et non de réguler un échange économique entre des travailleurs et des employés. Maintenant, la Cour, elle comprend très bien la mission de la FIFA, puis elle lui donne tout ce pouvoir-là, puis elle lui confirme son pouvoir. Le système de mercato, de fenêtre de transfert, tout ça, c'est tout à fait légitime parce que ça sert à réguler la compétition. Au sens où tu peux pas, tu arrives en quart de finale de Ligue des Champions, tu te dis, j'ai peut-être besoin d'un attaquant de plus, je vais aller débaucher l'attaquant d'un autre club, puis je vais l'amener. Non, il y a une fenêtre de transfert parce que ça assure la stabilité puis des compétitions, puis la stabilité des effectifs. Donc, ce système-là de fenêtre de transfert, de limites d'enregistrement dans les clubs par année pour les joueurs, tout ça est encore valide. C'est juste l'aspect économique des règles, des limites qui bloquaient les joueurs de couper leur contrat, puis qui mettaient un gros risque au club de les accueillir parce que justement, tu es responsable de l'indemnité à payer, toi aussi solidairement et conjointement avec le joueur. Puis également, on prend en présomption que si tu engages un joueur qui a coupé son contrat, tu as incité au bris de contrat. Et donc là, toi, tu es tenu responsable d'inciter au bris de contrat. Donc là, évidemment, les clubs vont jamais dire, il n'y a jamais un joueur qui va couper son contrat, sachant qu'il ne va jamais être capable de se trouver un club, comme c'est arrivé pour la Sanadiara. Et donc là, tous les clubs, ce qu'ils font, c'est qu'ils en font une entente de gré à gré. Je te donne X nombre de centaines de milliers ou de millions de dollars, tu coupes le contrat du joueur, puis moi, je vais pouvoir le signer. Donc, ça, c'est la réalité en ce moment. Puis la FIFA vient juste roll back cette partie-là. Donc, la FIFA vient juste roll back ce bout-là pour la FIFA. C'est pas si transformateur comme changement. Puis la Cour leur dit, faites juste suivre le droit des contrats puis le droit du travail qui est applicable dans votre pays puis dans votre juridiction. Puis ça devrait être correct. Maintenant, là, ça pose d'autres questions. C'est qu'on arrive à une surjudiciarisation du foot. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quel joueur, dans l'absolu, c'est ce que certains chercheurs, dont Antoine Duval en France, fait mention sur les réseaux sociaux, puis il l'explique clairement, puis c'est une sommité dans ce domaine-là, il le dit. Il dit, demain matin, si un joueur se fait courtiser ou sans que la Juventus Turin voudrait l'avoir, lui, il peut aller voir son club en France, dire, écoutez, les gars, moi, ça s'arrête ici, bonne journée.
je m'en vais signer à la Juventus Turin. Il n'y a rien que son club en France peut faire pour le retenir. La seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est de poursuivre le joueur dans un tribunal du travail ou dans un tribunal de droit civil commun en France pour récupérer l'indemnité qui lui était due. Puis l'indemnité, ben, ça va être selon le droit civil applicable. Et donc, dans ce cas-là, c'est peut-être la valeur des salaires mensuels sur le nombre de mois qui restaient multipliés ensemble, ça donne l'indemnité. On n'est pas encore, on ne sait pas où on s'en va avec ça encore. Ça, c'est pour être inférieur à sa valeur sur le marché des transferts, le marché immobilier des joueurs. Donc, si le joueur, je peux le vendre 75 millions parce que des joueurs moins bons que lui ont été transférés à 55 et à 1 an, bah, c'est 75, c'est un international. C'est toutes ces listes objectives, subjectives, pas nécessairement dans une matrice que personne ne connaît, qui existe, mais elle est dans la matrice de tout le monde. Là. J'ai une matrice internationale, Ballon d'Or, il a joué, il a marqué 15 buts, ça c'est minimum 55 millions d'euros, par exemple. Mais tous. Donc, comment un club qui est un club étape, un club transition, qui n'est pas le Real Madrid, Liverpool, Chelsea, etc., quoique maintenant, eux aussi, c'est devenu des clubs de transition, là, entre eux, comment ils font pour dire, mais mon joueur, mon modèle économique de base, quand j'ai besoin pour former mon académie, pour construire un nouveau stade, pour acheter 5 joueurs pour remplir mes conditions pour aller en Europa League ou aller loin en Ligue des Champions. Si je n'ai pas mon 115 millions d'euros qu'on savait qu'on allait avoir, garanti, parce que quel club ont donné des pré-offres de 65 à 75 millions pour tel joueur? Comment ils font? C'est ça le truc. Parce que l'employé est cool, je m'en vais. C'est cool que tu me donnes 3 ans de salaire, 12 x 3 fois 1 million, 2 millions d'euros, 3 millions. Ouais, mais si c'est équivalent à ta valeur de transfert potentielle, cool. Sinon, je perds des millions d'euros. Ben, c'est là où on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve. C'est la valeur un peu de surinflation des valeurs des joueurs va s'amener. Peu importe parce qu'il y a des gens qui croient, comme M. Duval, que ça va être une libéralisation absolue ou que ça s'en va vers ça. Il y a d'autres gens qui sont plus du type, ça ne changera pas grand-chose. Beaucoup d'agents pensent à ça parce qu'ils disent que les clauses libératoires vont juste être convenues entre les joueurs et les clubs, ça va stabiliser les choses. Ouais. Au final, ce qu'on peut s'entendre, c'est que la valeur des transferts devrait baisser. Je dis devrait parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri que la FIFA fasse une modification réglementaire puis que le système se stabilise ou qu'il y a une convention collective qui est négociée entre la FIFPro, qui est le syndicat des joueurs au travers de la planète, et la FIFA. Donc, il y a quand même des éléments qui vont peut-être permettre de maintenir une certaine valeur des transferts, mais généralement parlant, on s'attend à ce que ça baisse un petit peu. Il y a un sentiment à la baisse. Mais bon, encore là, on parle ici des grands transferts, des trucs qui arrivent peut-être une cinquantaine, centaine par année, pas plus. Ça ne compte pas les 129 000 autres joueurs professionnels qui jouent pour 30 000 $ par année. Eux, c'est différent. Là. Puis très souvent, le modèle économique des clubs de foot, beaucoup de gens le voient, ah oui, les transferts, tout ça. Ça a été perfectionné par certains clubs, certains pays. Je pense que le Portugal est un bon exemple. Mais dans beaucoup de cas, pas la réalité. Un club de foot, c'est un projet, sans dire un jouet, mais quasiment d'une personne fortunée ou d'un groupe de personnes. C'est quasiment philanthropique, là. C'est pas. Mais à terme, là, les joueurs, est-ce qu'ils ont conscience que le modèle économique présentement leur permet d'avoir, puis pas juste des gros joueurs, là, leur permet d'avoir un salaire beaucoup plus élevé sans ce modèle-là? Pas nécessairement par les transferts qui se font, mais comme Sofiane a dit, c'est des actifs. Donc, tu essaies d'attirer cet actif-là chez toi. Peut-être tu vas le surpayer parce que ce modèle-là permet de valoriser les actifs. Si à terme, c'est juste des joueurs libres et c'est juste des contrats d'1 an, tu n'as pas besoin de les payer tant que ça. Il y a une pression à la baisse sur les salaires avec la liberté. Quand il y a la liberté, c'est offre et demande. Si ce n'est pas lui, si ton arrière central, tu peux le remplacer par 10 000 autres joueurs, il va y avoir une pression à la baisse sur leur propre salaire. Je comprends qu'au niveau des litiges comme Diarra, naturellement, tu dis, attends, je suis un travailleur, on m'enlève la liberté et le tribunal, dans les droits du travail, va forcément lui donner raison dans plusieurs domaines. Au niveau économique, est-ce qu'ils finissent par se tirer dans le pied à avoir cette liberté-là parce qu'ils se mettent en concurrence exagérée? C'est un argument qui a été soulevé par beaucoup de gens qui ont, par après, c'est que
ça va faire l'affaire de plusieurs joueurs de très haut niveau, l'affaire de plusieurs clubs de très haut niveau. Pour le commun immortel, ça reste commun immortel, le joueur professionnel moyen, ça reste à voir. Maintenant, il faut quand même se dire aussi une chose, c'est que quand nous, en tant que salariés, on signe des contrats de travail ou on se rejoint une entreprise, très souvent, l'entreprise, elle n'a pas intérêt à ce que ce soit juste un contrat d'1 an puis que je sois désintéressé, que je quitte mon emploi. Je veux dire, c'est du temps investi à apprendre, puis pour les joueurs, un modèle de jeu, un système de cohésion entre les joueurs, c'est des frais de recrutement, parce que là, il va falloir que tu te lances des recruteurs à gauche, à droite pour retrouver un profil similaire, bref. Donc, tout ce que ça vient faire, c'est que peut-être même qu'on va voir des clubs augmenter un peu même les salaires de certains joueurs en se disant, moi, il faut qu'il soit content de rester ici. Il faut qu'économiquement, ça fasse du sens pour lui de vouloir rester avec le club, sinon moi, je vais le perdre. Puis, ça rebalance un peu la relation travailleur-salarié dans ce milieu-là. Parce que... Excuse-moi, Simon, excuse-moi, vas-y. Parce qu'en ce moment, le club est là, je pense à certains joueurs qui sont mis dans ce qu'on appelle un loft en France, là, je veux dire, ils sont écartés de l'équipe principale. On te paye ton salaire, puis fais ce que tu veux, tant que traîne-toi avec la réserve, mais moi, je veux plus te voir. Lui, il n'est pas heureux, ça ne crée pas un climat qui est agréable. Puis pour les gars qui sont en équipe première, ils regardent tout ça en se disant, ouais, je suis peut-être pas à l'abri, moi, de connaître ce sort-là. Donc, est-ce que c'est une bonne relation? Je ne le sais pas. Alors que si les clubs se disent, non, mais moi, je veux contenter mes joueurs, économiquement, il faut que ça fasse du sens. Niveau de climat de travail, il faut que ça fasse du sens. Je ne sais pas nécessairement une mauvaise chose. Mais oui, c'est sûr que s'il y a une conséquence exacerbée au niveau du mouvement des joueurs, il pourrait y avoir des baisses de salaire. Il y a des forces opposantes qui vont se rencontrer, puis c'est difficile de faire de la prédiction, de la prévision. Pour l'instant, on ne le voit pas. Si on y va avec... Excellent point, Simon. Il a sorti son crayon, il a sorti son crayon. J'ai écrit des trucs là pour me rappeler ma question. Là. Il pense qu'il est rendu au téléjournal. Alors, très bien. Dis-moi. Alors, si. Ici, Bernard de Rome. Bonsoir, merci. Tu vois, sa référence, elle date de 20 ans. Bernard de Rome. Machallah. C'est aussi pour le clip, pour la vignette. On se trouve la vignette? On voit l'expérience qui parle. Tu perds ta question? Non, okay. J'attends que tu arrêtes de rire comme un malpoli. Là. Je vais te poser la question. Si on y va à l'hypothèse que le côté Moscou, la Sanadiara, ça recommence maintenant, mais il n'y a pas un litige. Dans le sens, genre, OK, tu veux partir, tu n'es pas content, le coach t'a dit que tu es nul, tu en as marre de Moscou, OK, tu vas partir. Et disons que la FIFA s'est dit, utiliser le salaire comme, utiliser l'amortisation du salaire qui reste comme une monnaie d'échange ou comme une clause libératoire. Disons qu'il y a une clause libératoire, on va utiliser le restant du contrat. Est-ce que les clubs qui peuvent se le permettre, pour rejoindre ton point d'augmenter les salaires, peuvent augmenter artificiellement les salaires pour compenser potentiellement pour certains joueurs, je sais que tu vas partir éventuellement, je ne vais pas perdre pour rien, je vais te donner un contrat que je peux me permettre, mais qui va aussi me donner une sorte de indemnité de transfert qui se cache sous une indemnité de salaire. Est-ce que c'est pour toi, ça a l'air foufou, ça a l'air logique, ça pas logique? Non, ça ferait beaucoup de bon sens de dire, je vais donner, je sais pas moi, un joueur que je donnerais 5 millions, je vais en donner 10 ou 7 par mois, sachant que ça va augmenter sa valeur quand je vais faire le calcul par après. Encore une fois, là, on se base sur 4-5 lignes d'un paragraphe que la Cour dit ça devrait peut-être basé là-dessus. Puis là, je ne vais pas commencer à être le garant du droit du travail de 27 pays de l'Union européenne. Non, vraiment pas. Mais ça ferait du sens de faire ça. Donc, ça montre un peu les salaires dans certains cas. Mais encore une fois, je veux dire, c'est encore trop tôt de spéculer. Puis encore là, il y a des pays qui ont des mécanismes qui fonctionnent. Il y a d'autres pays les mécanismes sont différents. Je veux dire, en France, les clauses libératoires, c'est interdit. En Espagne, c'est obligatoire. Donc, il y a vraiment un environnement qui est difficile à gérer. Puis, je pense qu'au final... C'est pas hétérogène parce que ça revient à l'arrêt Bosman de 95. Parce que l'arrêt Bosman, qui est le même avocat, M. Dupont, que la Sanadiara, quelle coïncidence. Et Bosman, M. Bosman voulait partir d'un club belge à Dunkerque en France. Encore Belgique. Les Belges, ils font le tour partout. Je pense qu'il y a une tendance. Il y a une tendance de maintien, comme dirait Bernard de Rome. Mais here we go again. C'est que l'arrêt Bosman, il y avait 2 points. Un qui concernait la Belgique. C'est qu'en Belgique, ils sont tellement forts. C'est le seul pays à ce moment-là qui ne le laissait pas. Quand tu es en fin de contrat, en Belgique, dans les années 90 jusqu'à 95, le club demandait une indemnité de transfert quand même. Pas une indemnité de transfert, Oui, non, il demandait. Ouais, il demandait intéressant. Donc, un agent libre, il faut que le Real Madrid paye
paye un transfert pour un agent libre. Fascinant. La Belgique, c'est le seul pays qui faisait ça. Donc, ça, c'est réglé. Mais le plus gros changement, c'est le quota des joueurs étrangers. Pendant très longtemps, c'était 3 joueurs étrangers pour les issus de l'Union européenne dans une équipe de club. Donc, il disait que ça discriminait entre différents Européens, etc. Donc, voilà quoi. Donc, et ça a donné la folie furieuse, parce que tu regardes les vieux matchs des années 80, il n'y avait pas 10 Néerlandais à l'AC Milan, là. Il n'y avait pas 3 Néerlandais, 2 Français et 5 Portugais, là. C'était très limité par rapport à ça. Donc, pour revenir au point, pour faire le lien avec Bosman et Diarra, c'est que si ce litige-là, est-ce que d'après toi, le litige est plus pardon l'anglicisme, un wake-up call ou plus une accélération d'un système pour les élites? Et troisième question, c'était ma question initiale au fond. 3 questions en une. Oui. Non, parce qu'elles sont liées, parce qu'il y a un changement dans les transferts depuis un bout, ou dans les non-transferts depuis très un bout. On appelle ça, tout le monde l'a appelé, je ne l'ai pas inventé, la NBAisation du football. Pour l'exemple qu'il y a Mbappé, par exemple. Mais par exemple, Jonathan David, c'est plus proche de nous. D'après les rumeurs, il ne veut pas signer un nouveau contrat avec Lille, il veut partir comme agent libre. Donc lui, s'il s'en va, genre à l'Atlético Madrid, que ce soit en tant qu'agent libre ou en tant que joueur de Lille qui est transféré, c'est quasiment la même chose, sauf pour la fameuse prime à la signature, qui peut-être elle-même peut être en litige éventuellement, parce qu'elle-même, elle est un peu... C'est un peu un hack. Pour moi, ce genre de truc-là, pour t'entendre parler, j'ai l'impression que c'est un hack qui pourrait être remis en cause aussi. Est-ce que tu penses que cette tendance d'agent libre pour les top joueurs va continuer encore plus par rapport à ce litige qui pourrait donner des raisons à ça? Tu vois, je veux dire, par rapport, quand je disais au début, par rapport les élites, et quand tu avais dit qu'on les gars des deux Serbes ou même de relégables Bundesliga, là, c'est la Serie A. Pendant longtemps, la Serie A, c'était pauvre la Serie A, à part les top 3 clubs. Comment est-ce que tu vois ces 3 aspects dans cet écosystème qui change tout le temps? Je pense que, pour revenir un peu, là, je veux dire, on sent qu'on shift le pouvoir plus vers les travailleurs que vers les employeurs. C'est principalement ça. Donc, forcément, tu sais, puis quand on parle d'agent libre ou de free agency, là, dans le sport professionnel nord-américain, c'est basé sur une convention collective. À tel moment, un joueur est libre. Avant ça, il est agent libre, mais avec restriction. Donc, il y a une indemnité en choix de repêchage à payer pour obtenir les... Donc, il y a un règlement, c'est régularisé. C'est régularisé. Exact. C'est légiféré de façon claire. Il y a des balises, il y a des contrats spécifiques. Oui. Puis c'est là où je pense qu'avec cette décision-là, ça ajoute à cette mouvance-là qui s'amène là. Puis forcément, le droit, c'est toujours à la remorque de la société. Malheureusement, c'est ce que c'est. Ça a pris à peu près 10 ans pour le litige Diarra d'arriver à somme toute une fin, puis on n'y est pas encore. Là, ils n'ont pas fini le dossier complètement. Donc, tu sais, c'est sûr que les choses ont le temps de changer, les choses ont le temps d'évoluer, les mentalités ont le temps de se passer. L'Amérique du Nord est rentrée dans le foot européen, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. C'était quelque chose d'assez rare. On avait Clint Dempsey à Fulham, puis Patrice Bernier à North-Jeanne, mais on n'avait pas de joueurs aussi fréquemment. Brian McBride! C'est exact, c'est ça. C'était pas si fréquent. Aujourd'hui, ces mouvements-là se font, les joueurs le savent, ça se parle, les agents collaborent. Donc, je pense qu'il va y avoir ce shift-là un peu plus vers le free agency qui avait déjà commencé. Puis c'est une bonne chose aussi, au sens où ces gars-là ont des carrières super courtes qui puissent en profiter au maximum pour en sortir parce que très souvent, ils sont mis dans le système à 16 ans si tu es assez jeune pour jouer, si tu es assez bon pour jouer, tu joues. Sans égard à l'âge, sans égard à as-tu encore de l'école à faire. Puis malheureusement, puis je dis pas que c'est tout le cas de tous les clubs, il y a beaucoup de clubs qui font un beau travail d'accompagner leurs jeunes, mais dans plusieurs cas, ceux qui percent ont peu d'éducation, donc sont à une rupture des ligaments croisés, tout ça s'arrête. C'est quand même des courtes carrières. S'ils peuvent en bénéficier financièrement, c'est peut-être intéressant. Puis, je veux dire, je vois pas non plus la fin des clubs professionnels comme en soi, parce que si un club professionnel est bien géré, a des bonnes structures juridiques, même des bons directeurs sportifs, ils vont être corrects pour passer au travers de cette turbulence-là, comme je peux l'appeler. D'abord... rapidement, excuse-moi, avant que j'oublie, ce que tu as dit deux mots-clés. MLS et convention collective.
Ouais, c'est exactement là que je voulais aller. Je te voyais venir, je voyais tes yeux comme hamster. Parce que si l'Amérique du Nord est rentrée dans le domaine, il y a la structure de l'Amérique du Nord. Puis tout le motif, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on utilise l'exemple d'NBA quand ça fait notre affaire. Est-ce que les propriétaires, parce qu'il commence à avoir des propriétaires nord-américains, pourraient dire, OK, c'est le temps de faire des conventions collectives, OK? Ils veulent des syndicats, fine, embarqués, et on commence à gérer le mouvement des joueurs professionnels comme en Amérique du Nord, où il y a beaucoup plus de contrôle. Est-ce que c'est des discussions qui existent du côté des propriétaires pour dire, là, la liberté, c'est too much. Oui, il y a l'avantage des transferts, mais si on adoptait une convention collective où tout ça est beaucoup plus encadré, avec des règles très, très claires pour avoir le meilleur des deux mondes, est-ce que c'est une avenue possible ou c'est utopique de penser? Non, c'est certainement une avenue possible. C'est juste que faut quand même penser qu'il y a un gros effort de coordination. Je veux dire, quand Larry Bossman est arrivé en 1995, ça a pris jusqu'en 2001 avec des négociations pour arriver à un système qui se tient aujourd'hui, qui est le système qu'on a actuellement. Puis c'est un super bon système que tu as fait, je sais pas, quasiment une trentaine d'années, une vingtaine, 25 ans, peu importe. Donc, maintenant, on arrive à une autre étape où là, il va falloir que la FIFA s'assoie avec la FIFPro, qui est le syndicat international, dont sont membres tous les syndicats nationaux de joueurs. Ouais, wow. Pour après ça en arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, ça peut être long, ces négociations-là, mais ça crée une uniformité particulièrement intéressante. Parce que là, on évite de se rapporter aux droits du travail de chaque pays. Exact. On évite de judiciariser parce que il n'y a rien de plus qu'on voit là, dans les litiges dans le sport nord-américain. Tout va à l'arbitrage, tout ça est privé, tout ça n'est pas mis dans les tribunaux publics. On n'aura pas des litiges sur la place publique dans des tribunaux que monsieur, madame, tout le monde peuvent aller se pointer parce que la publicité des débats, c'est un truc super important pour un ordre juridique comme les ordres juridiques occidentaux. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait une convention collective. Ça va être long, c'est un chantier qui est immense, puis c'est un chantier qui peut prendre beaucoup de temps, mais ce qui est le fun, c'est que ça va vraiment créer un cadre juridique de travail unique à ces rapports de travail-là, qui est distinct du droit du travail national. Fait il y aurait moyen d'arriver à négocier pour arriver à un juste milieu. Évidemment, il y a toujours quelqu'un qui est plus heureux que d'autres dans une négociation. Le but, c'est que les deux parties s'entendent pour éviter des grèves et tout ça, mais certainement, je pense que c'est une avenue à ne pas négliger. Évidemment, l'avenue de juste modifier les 3 lignes de règlement de la FIFA est aussi disponible. Puis ça fait depuis avril qu'on se doute que la décision va aller de ce côté-là, avec les commentaires de l'avocat général de la Cour de l'Union européenne. Donc, on savait que ça s'en allait probablement de ce côté-là. Je pense qu'il y a des gens excessivement brillants dans toutes les instances qui ont déjà réfléchi à des alternatives, qui ont déjà entamé les négociations. Donc, je veux vraiment pas dire que d'un côté que de l'autre, qu'est-ce qui est plus probable de se faire, mais la réalité, c'est que s'il y a une convention collective, ça stabilise les choses, ça rend les choses beaucoup plus stables pour tout le monde, beaucoup plus prévisibles, puis ça met un cadre juridique unique, similaire à tout le monde, puis forcément, ce qui se fait dans l'Union européenne va probablement se reproduire au travers de la planète. Maintenant, là, une convention collective au niveau mondial, c'est quand même quelque chose de costaud. Ouais, c'est un gros meeting team, c'est une grosse tirade. C'est ça. Fort valeur, là. C'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que les syndicats nationaux, il y a des litiges de syndicats nationaux. Puis il y a même des litiges par rapport à la FIFPro, parce que la FIFPro représente très bien les joueurs qui sont moins connus, moins le joueur professionnel journeyman. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, autour de 2018, avec le jeu vidéo FIFA, à l'époque. Zlatan n'était pas content. Exactement. Tous les joueurs de Mino Raiola n'étaient pas contents parce que eux, leur droit à l'image était géré par la FIFPro, mais eux, ils auraient pu tirer plus d'argent juste avec leur image à eux s'ils le vendaient individuellement. Même chose au Brésil. Pourquoi dans le jeu IFC, tu as tous les clubs brésiliens, mais tu n'as pas les joueurs? Mais parce qu'on ne sait pas quel syndicat représente quel joueur au Brésil, parce qu'il y a des concurrences de syndicats, donc la FIFPro ne peut pas négocier. Il ne faut pas trop rêver dans cette avenue-là, elle est beaucoup plus complexe. C'est un immense chantier, mais au final, elle stabiliserait. Mais si on lâche l'exemple nord-américain, puis on reste en Europe, il n'y a pas juste le foot, il y a d'autres sports. Comment que ça se passe avec les autres sports? Est-ce qu'il existe des indemnités de transfert? Est-ce qu'il y a le même genre de débat? Est-ce qu'il y a des inspirations? Que ce soit au basket? Le rugby, il y en a. Au rugby, il en a. Il y a des transferts et des indemnités, mais oui, mais on n'est pas expert. Oui, mais ça,
Mais c'est la même réalité, peu importe le sport. Nilton, billable hours, OK? Billable hours. Mais très honnêtement, j'ai pas cette expertise-là. Je sais pas comment ça se passe. Puis tu sais, forcément, dans les autres sports, là, je veux pas parler contre le rugby nécessairement, là, mais tu sais, pour ce qui est du hockey sur glace, que ce soit du basketball, tout ça, les meilleurs joueurs s'en vont vers l'Amérique du Nord. C'est comme une dynamique qui est complètement existante. Fait que tous les joueurs veulent aller vers la convention collective où les salaires sont meilleurs, où les droits de télé sont repartagés, où tout ça. Donc, je veux dire, il y a quand même un intérêt d'aller vers ces modèles-là. Mais oui. Mais il y a des clubs il y a des clubs qui possèdent des équipes dans les autres sports. Donc, forcément, ce qui va se passer au foot, il va avoir une certaine influence aussi sur le basket, Fort probablement. Puis, au début, c'est symbolique comme influence. Après, si les règles changent, deviennent internationales, peut-être ils vont intégrer. Mais là, ils auront 2 équipes d'avocats pour chaque continent. Donc, tu auras double job pour Simon, parfait. Mais ça reste bizarre. Ça reste bizarre d'avoir une liberté totale. Tu es le Real Madrid, tu as une liberté totale pour ton club de basket. Puis pendant ce temps-là, le club de foot, il y a une gestion complètement différente. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un modèle économique différent. La MLS, NBA, MLS, c'est des ligues fermées. Tu rentres chez nous, c'est fini, on choisit les règles. Même Olivier Giroud est venu et a accepté les règles. Même Thierry Henry qui est venu accepter les règles, sauf qu'il avait porté sa casquette Puma. Donc, voilà. Donc, il y a des exceptions. Mais à part ça, il se conforme. Comme moi, là. Voilà. Cowabunga, dude. C'est ça, puis, c'est un peu ça. Je veux dire, c'est assez encore, ça fait une semaine que ça existe, là. Les opinions de sur quoi ça va aller, de comment ça va se faire, il y en a des tonnes. Tout le monde en a une. J'essaie, en tant que juriste, de ne pas trop être dans l'extrapolation parce que c'est pas mon travail. Il y a des économistes qui font un très bon travail à le faire. Là. Stéphane Szymanski à l'Université du Michigan fait d'excellentes études sur. Tu as entendu, les économistes font de très bons travail. C'est pour ça que j'ai étudié en économie. Ah, tu sais que même mes 2 gars d'associés, regardez-moi ça. Fait que, tu sais, il y a quand même une réalité là, qui est différente. Il y a des agents, j'entendais parler à l'Afterfoot, pour ne pas les citer à RMC, ça disait, nous, ça ne va rien changer. On va des clauses libératoires, ça va s'arranger. Puis, il y a des agents qui ont un intérêt que les transferts continuent à exister parce qu'eux, ils prennent un pourcentage sur le transfert. Fait que, eux, ils sont mieux à jouer au plus fort la pièce entre les enchères, entre les équipes. Fait que, tu sais, avant de dire qu'il va y avoir une surjudiciarisation, non, je ne suis pas là-dedans. Je suis plus dans le type, OK, il y a un changement de rapport de force. Je pense que ce qui va se passer, c'est les joueurs qui sont mis dans des lofts, qui sont mis écartés des effectifs, qui vont couper leur contrat, puis qui vont changer. Je pense que ça va être les premières étapes, ça va être ça. Puis par après, il va peut-être y avoir une modification réglementaire de la FIFA qui va intervenir. Il va peut-être y avoir une convention collective. C'est difficile à prévoir, puis c'est des discussions qui ont lieu en privé. Parce qu'ils ont besoin d'avoir lieu en privé. Mais surtout, c'est moi, ils peuvent changer sans se casser la tête. Pas besoin de parler au coach, j'essaie de négocier. Regarde, c'est de mon droit, je parle au RH, là, HR, là. Voici, au revoir. Et puis, voici la procédure. Voilà, il y a plus. Je pense qu'on ne réalise pas qu'il y a beaucoup de stress mental pour beaucoup de joueurs qui ne sont pas nécessairement. Ils sont dans des bons clubs, des clubs où ils sont bien payés, mais genre, moi, je veux jouer, le coach m'aime pas, je suis plus dans le système de jeu, je me blesse trop souvent, il faut que j'aille ailleurs, ou ma famille n'est pas bien à Londres, ma famille n'est pas bien au Portugal, elle n'est pas bien en Allemagne, donc je dois bouger ailleurs. Donc, cette liberté de mouvement, c'est pas seulement pour dire je vais faire plus d'argent ailleurs, c'est pour je dois me libérer de cette situation-là, que ce soit bonne ou mauvaise, mais mes raisons, c'est mes raisons, puis ça devient. Quand je parle de ressources humaines, c'est vraiment employeur-employé. C'est là où je vais vers ça. C'est pas juste une négociation dans un podcast, là, puis on se parle, ah ouais, on fait ça. C'est vraiment quelque chose de vraiment légiféré, mais en même temps humain. C'est humaniser un peu cette relation-là. Exact. Il se passe quoi pour les joueurs? On parle beaucoup des joueurs, mais est-ce que c'est la même chose pour le staff, pour les entraîneurs? Est-ce que ça change quoi que ce soit? J'ose croire que ça va aller dans ce même sens-là. Je veux dire, ils ne sont pas différents, c'est des êtres humains qui sont employés, salariés. Je verrais une extension à cette réglementation-là. Je ne verrais pas plus de limitations. Peut-être, il pourrait y avoir des clauses de non-concurrence limitatives, en dire pas de changer dans un employeur dans le même championnat que nous pour la prochaine année, pour éviter de passer des tactiques entre les clubs. Puis même encore là, tu sais. C'est fou, hein? Parce que quand tu dis ça, tu dis, le joueur aussi, tu sais. Tu sais, le joueur, il utilise lui-même. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les clubs? Est-ce qu'il pourrait. Quand tu ouvres la boîte, tu trouves je n'avais pas pensé à cet objet-là. Tout d'un coup. Qui est repassé au CCPP, on parlerait de droits sportifs comme ça. Alors, on est fort. Et je suis. en général. Qui en parle, c'est lui. Oui, on écoute. En général, je suis la 2e personne la moins intelligente dans le podcast. Là, je suis la 3e
personne n'est intelligente. C'est un peu lourd, là, donc on essaie. Mais tu sais, je pense qu'on parle beaucoup là, que les clubs, ils ont un rapport de force, puis le rapport de force glisse, mais je pense à des clubs qui sont, mettons, à l'extérieur qui sont capables de se sortir de ce prisme-là, de dire, écoutez, ça fonctionne pas, mais il y a des clubs, je pense, qui peuvent se dire, écoutez, non, nous, on va garantir un environnement de travail magnifique. Ouais. Genre vraiment où les gens vont vouloir venir travailler chez nous, un peu comme le font toutes les grandes entreprises qu'on connaît tous, pour attirer le top-end talent qui va vouloir venir travailler chez eux. Puis, tu sais quoi, ça va juste pousser les conditions de travail au mieux. À l'inverse aussi, pour des clubs qui sont, mettons, en ce moment en MLS, la réglementation ne s'applique pas encore chez eux parce que c'est juste une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Les règlements FIFA n'ont pas changé, puis ils ne sont pas considérés contraires à ce qui se fait au Canada, ou aux États-Unis. Donc, il y a une opportunité pour des clubs en MLS, certains qui ont des modèles d'affaires de trading qui sont ce qu'ils sont, de bénéficier de ce flou juridique-là. Je veux dire, je pense que là où les avocats prennent leur grande valeur dans leur travail, c'est quand tu es capable de faire du chaos, de mettre la lumière dans le chaos, d'être un deal maker et non un deal breaker, ce que beaucoup. Tu vois comment il a pitché son travail, là, comment il a fait. Je pitche pas mon travail, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette difficulté-là dans notre milieu parce qu'ils ont un peu peur des conséquences. Et alors que si on est un peu plus capable de ne pas faire fi de ses peurs, mais de les contrôler, de se dire, écoutez, il y a peut-être une opportunité qui se cache derrière ça. Ouais. Puis l'opportunité qui se cache, c'est qu'un joueur qui, mettons, a une belle carrière en Europe, mais là, se fait mettre de côté graduellement, se dit, tu sais quoi, moi, ça ne fonctionnera pas. J'ai les moyens de payer mon indemnité parce que je vais recevoir un gros salaire en Amérique du Nord. Je ne paye pas l'indemnité de transfert. Il y a plein de joueurs qui sont bloqués dans des situations de conflit, de transfert, pas de transfert. Je ne vais pas le laisser partir, là, finis ton contrat. Il y a plein de joueurs comme ça. Là. Puis là, ils viennent en Amérique du Nord. Ils viennent, je ne sais pas, moi, avec un contrat de joueur désigné ou un joueur TAM, ils font plus qu'ils faisaient, fait qu'ils sont capables de payer leur indemnité s'ils se font poursuivre. Puis, ils ont la chance de relancer leur carrière, d'avoir une meilleure visibilité pour les sponsors, ils ont une meilleure visibilité pour leur carrière individuelle. Ouais. Ils ont peut-être des avantages qu'il n'y a peut-être pas en Amérique du Nord, une qualité de vie, une tranquillité, chacun entre eux. Fait que ça reste quand même ce côté-là. Puis de l'autre côté, pour les équipes qui ont un modèle d'affaires qui est propice au trading à partir de l'Amérique du Nord avec des joueurs nord-américains ou des joueurs sud-américains, ben, la décision ne s'applique pas à ces personnes-là pour l'instant. Donc, ils pourraient faire de l'argent. Il y a comme une période en ce moment où tant qu'il n'y a pas d'ajustement qui est fait. Le joueur canadien devient de plus en plus intéressant. Saliba, 10 millions d'euros! Pas de commentaire, Simon. Pas de commentaire, dis rien. Saliba, 10 millions d'euros. Sauf que la réalité, c'est qu'en même temps, ça devient difficile pour ces joueurs-là parce que là, eux font face à une concurrence où le prix est moins cher en Europe pour des joueurs européens qui ont l'expérience de l'Europe. Il y a quand même cet élément-là, mais je pense que pour des clubs nord-américains, ça devient intéressant ça va permettre d'acquérir un peu plus de joueurs qu'on ne penserait pas disponibles parce que les transferts allaient être limitatifs, alors que là, ce sera peut-être moins le cas. Et une petite pause fraîcheur avant de conclure l'émission, juste pour une transition là, juste. Ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Ouf, on respire. Ça, c'est des images exclusives du match Canada-Montréal en soir, ça? C'est vrai, il est probablement fini, là. Il fallait envoyer un de combien de cartons jaunes pour Coccaro? 3.5? Il n'y a pas de carton jaune. Non, mais combien il aurait dû recevoir de carton jaune durant ce scrimmage? C'est aux 12 minutes. 12 minutes, il y en a un. Oh, mon Dieu. Mais pour conclure, là, on se retrouve dans une espèce de pause dans la décision. Un entre-deux chaises. Ouais. Là, la prochaine étape qu'on doit s'attendre, c'est quoi? Il va y avoir un appel, il va y avoir une cour supérieure qui va faire un verdict. C'est quoi, à quoi il faut s'attendre comme prochaine étape? Un avis interprétatif, ça ne se change pas. Il est interprété, il est rendu, ça ne peut plus rien y faire. C'est le tribunal de la Cour de justice européenne interprète le traité. Il n'y a personne qui peut changer l'interprétation. C'est eux les grands gardiens du... Puis ils le disent, là, je veux dire, pour des dossiers excessivement complexes, on réfère à eux pour expliquer ce qui se passe. Maintenant, pour la Sénat d'Iara, il va y avoir la décision sur les dommages-intérêts et tout ça. Ce qui va arriver, il va arriver. Ça concerne seulement lui. Là. Je veux dire, c'est dommage, ça concerne personne d'autre. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va recevoir, là, mais pas ou s'il reçoit quelque chose, là, mais peu importe. Maintenant, pour le marché des transferts, comme je l'ai dit, le cadre ne va pas changer. L'histoire des fenêtres de transfert, ça a tout été confirmé parce que ça régule la compétition. Je veux dire. Fait que ça ne va pas changer. Ce que je pense qui pourrait arriver d'ici Noël, d'ici le 1er janvier 2025,
ben, c'est soit qu'il y a une modification réglementaire auprès de la FIFA qui descend puis qui fait OK, ben, ça va être ça. Ou qu'il y ait des joueurs qui commencent à couper leur contrat, ceux qui sont peut-être moins en bon terme avec leur club, là, ou qui ne jouent pas vraiment puis qui ont peut-être des motifs de couper leur contrat. Mais très réalistement, je suis pas sûr que ça va changer grand-chose dans le très court terme. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont des clauses de libératoire. Il y a beaucoup d'agents qui ont encore sous les contrats leur but, c'est de récupérer un pourcentage pour faire leur revenu. Donc, forcément, est-ce qu'il va y avoir un grand changement? Je ne sais pas tant que ça. Puis, honnêtement, oui, il pourrait y avoir une judiciarisation à l'immédiat du foot, mais je ne pense pas qu'il va y avoir un grand changement immédiat. Je suis moins certain de voir ça. Je pense que je me garderais être plus mesuré pour ma décision. Certes, la porte elle est ouverte à ce free-for-all-là, mais la réalité, c'est que ça bénéficie à personne d'avoir un free-for-all invétéré dès le début. Donc, je pense que graduellement, il y en a qui vont peut-être avoir des premiers dossiers, des premières situations. Il va y avoir encore peut-être des transferts qui vont se payer, des indemnités, des clauses libératoires qui vont être activées. Je pense que ça va graduellement changer, puis un jour ou une autre, soit une convention collective, soit il va y avoir une négociation, soit une exemption dans l'Union européenne. Cette modification-là apportée par la FIFA, elle ne peut pas être contestable. Il va falloir repasser le même processus. Ben oui. Ah. Fait que tu changes les phrases aux 10 ans, puis t'es correct. Ça, comme je te dis, ça c'est le choix dans tout le domaine juridique, peu importe que ce soit en droit de la famille, en droit du travail, la réalité, la société elle évolue. Puis ce qui était bien en 1980, en 2000, et peut-être plus le cas en 2025. Non, mais dans le cas où tu contestes un règlement, le règlement est contesté, puis il y a l'aval de la Cour pour dire le règlement n'est pas valide. Ouais. Là, tu en mets un autre, mais il se passe quoi avec cet autre-là? Le règlement peut être encore pire, mais c'est pas grave, il a été modifié. Il se passe quoi avec la nouvelle phrase? Je pense que la Cour de justice de l'Union européenne, puis n'importe quel tribunal, va vraiment être dur avec toute entité qui ne respecte pas ces décisions-là, qui va dans un système complètement contraire. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, une ouverture, mais après ça, il va y avoir une modification réglementaire. Puis comme le système qui est là est le fruit de la décision Bosman puis des négociations qui en sont suivies, puis il a été contesté 25 ans plus tard, ben, on va peut-être se retrouver dans la même situation dans 25 ans. C'est la réalité du système. C'est pas un système parfait, le système de justice. Il n'y a personne qui croit ça. C'est un système qui a un processus, qui a une procédure qui doit se suivre. Puis, heureusement ou malheureusement, son gros défaut, c'est le délai. Mais sa grande qualité, c'est qu'une fois que c'est rendu, c'est rendu. C'est là où on en arrive. Mais tu sais, je pense pas qu'il y ait un cataclysme. La FIFA est reconnue comme un régulateur privé avec le besoin de réguler le sport. C'est pas ça qui change. Fait que, vraiment, quand les gens y parlaient, puis quand moi je l'ai lu la première fois, j'étais comme, c'est quelque chose de gros. Oui, mais ses effets vont peut-être prendre du temps à se faire sentir. Ouais. Parce que le système ne changera pas en entier, il n'est pas chamboulé, mais c'est des tweaks, si on permettait ce mot. Sur la relation employeur. Qui ont des impacts énormes, c'est des tweaks, mais dans l'océan FIFA, ben, c'est une petite vague, une petite. Et puis, je le répète, s'ajuster. Puis je le répéterai jamais assez qu'il y a des gens excessivement brillants de tous les côtés de la table qui sont capables de s'entendre puis d'en arriver à un intérêt commun parce que c'est rendu, il y a 25 ans, c'était pas aussi gros que ça l'est aujourd'hui. Il n'y a pas autant d'argent qui était dedans. Puis il y a beaucoup de gens qui en bénéficient. Il y a beaucoup de gens qui en bénéficient tant d'un point de vue sponsorship, tout ça. Donc, tout le monde a intérêt à ce que le système se réforme, se maintienne, mais dans les garde-fous qui ont maintenant été intégrés en disant, ben écoutez, c'est des employés, c'est des employeurs, juste gardez-vous dans cette relation-là, puis gardez-vous d'une certaine manière, puis à partir de là, les parties sont libres de s'entendre, puis tant mieux que ça ouvre la place à des négociations qui rebalanceraient le jeu, puis qui rendraient tout le monde un peu plus heureux ou un peu plus équitable. C'est tout ce que c'est. CCPP, épisode 104 avec Simon De Andrade. Simon, est-ce que la job, c'est comme dans Suits? Regardez comment il est tout beau, là. Non, tu sais, je vais être honnête avec toi. C'est qui Harvey Dent? C'est qui Harvey dans le Nord? Je suis pas dans ces trucs-là, tu sais. The Bear. Attends, ok, si je te fais regarder, genre,
sais pas moi, une émission fictive de zombies sud-coréens? Est-ce que tu vas aller à Seoul et manger des grillettes coréennes? Moi, je suis ça. Un film fiction finlandais. Est-ce que tu vas aller en Helsinki manger du saumon fumé? Non, moi, je suis un gros gars. Tu suis Somebody Feed Phil, c'est la bouffe à l'air bonne, tu vas dans le pays. Ah oui, je connais. Puis tu sais, pour te revenir un peu à ça, tu sais, nous, notre job en tant qu'avocat en droit du sport, tu sais, c'est. On n'a pas. C'est pas. Les gens pensent que c'est glamour, mais c'est beaucoup de. Tu t'assois, tu réfléchis, tu es dans un flou. Au Canada, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent. Fait qu'il faut le créer, il faut le construire. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde qui veut bien en faire. Tu sais, moi, je dis toujours aux étudiants, j'étais, vous, il y a 5-6 ans, où j'envoyais des DM, les gens me répondaient pas. Moi, s'ils m'envoient un courriel, faire plaisir de prendre 5-10 minutes, 15 minutes même pour expliquer ce que je fais, puis tout ça. Puis tu sais, on a eu la chance avec les autres avocats du bureau, là, je vais les nommer, là, je ne veux pas les passer sous silence, maître Vincent Dubucusic, maître Rosalie Caillé-Lévesque, de présenter un des plus gros cas de droit du sport qui a eu lieu au Canada l'année passée entre l'Association de soccer de Brossard et Canada Soccer. On est allé pousser le système à ses limites. Puis ben, on est en train de le construire. C'est pas aux critères de club national, ça a de la licence nationale. Exactement, exact. Donc, tu sais, on a poussé le système à ses limites, mais c'est dans les premiers litiges. Puis le système est en train de se construire, puis on arrive à faire des choses. Donc, je pense que c'est la chose que je voulais dire, c'est que c'est un monde qui est en existence, c'est un monde qui est en croissance, c'est une pratique juridique qui est en croissance. Puis ce qui est cool, ben, c'est que des fois, c'est peut-être plus stimulant, plus passionnant pour certains. Puis tant mieux si les gens peuvent embarquer. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde dans ce grand bateau-là à le construire. Là. Simon d'Andrade de Patrick Bonnet Avocat. Il est sur Twitter de Andrades, DEANDRADES. Faites-le un suivi sur Twitter, il va vous slide into the DM comme on dit, puis il va vous répondre. Il va vous donner votre curriculum éducatif, comment être avocat en droit sportif ou peut-être travailler dans ce domaine-là. Et pas seulement être avocat, là, il y a différents types d'emplois dans ce métier, dans ce monde-là. Hilton, c'est le fan, hein? Mais on sort une heure plus tard, on est un peu plus intelligent. Ah, je me sens tellement smart. J'ai des mots là, des mots buzz. Puis... Sans ton crayon. C'est beaucoup m'en faire porter avec vos crayons. Bon, je vais mettre mon doigt. Voilà. Merci Simon. Merci Simon. Merci à vous. Tout le monde. Puis à la prochaine. Allez, ciao. Abonnez-vous, blablabla. Ciao. Je vous aime. Tu l'as déjà fait au début, ça. Ok. Yalla, bye. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps.